Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire « Automatiser l'extraction des données de vos documents avec Azure Form Recognizer ». Premièrement, merci encore pour votre intérêt. Avec vous aujourd'hui, c'est notre équipe conseil numérique et technologique de RCGT ici à Montréal. Vous avez Mathieu Langlois, qui est directeur en fait de nos solutions technologiques au sein de notre pratique. Donc, Mathieu agit souvent en tant qu'architecte de solutions. Audrey est également conseillère principale avec nous. Audrey conçoit et agit également comme chargée de projet sur nos initiatives d'automatisation. Et tant qu'à moi, je suis vice-président de la pratique depuis maintenant 4 ans chez RCGT. Donc, aujourd'hui, avec vous, on va commencer par vous faire une mise en contexte par rapport au virage numérique. En fait, ce webinaire se veut la première d'une série d'événements que nous allons faire pour vous aider à augmenter votre littératie numérique. On va rapidement vous présenter aussi les compétences et les capacités de notre équipe et pourquoi Raymond Chabot Grant Thornton est un partenaire de choix pour tout ce qui est question de numérique. Nous allons aussi vous donner quelques idées au niveau de l'automatisation des processus, donc les différents cas d'usage, les technologies aussi que nous intégrons pour vous aider à aller chercher de l'efficience. Et par la suite, on va rentrer dans le vif du sujet, qui est l'extraction de documents. Donc, Audrey vous présentera Azure Form Recognizer, en fait, qui est l'outil phare que nous utilisons pour l'automatisation de formulaires, de factures et de tout autre type de documents. On va passer un peu plus de temps au niveau de l'automatisation du traitement des factures. Donc, c'est vraiment vous présenter une solution bout en bout, autant au niveau des composants, mais aussi en termes de fonctionnalité. Puis qu'est-ce que ça veut dire l'automatisation dans votre organisation? Puis comment également s'assurer en fait que vos façons de faire, votre organisation, dans le fond, pourrait bénéficier de ce type de solution-là. Nous allons également finir par vous présenter les prochains sujets. Dans le fond, comme je vous mentionnais, nous allons lancer avec ce webinaire une série de capsules de publication et d'aide à la tâche qui sont vraiment dédiées à vous aider non seulement à prendre connaissance des différentes technologies et solutions qui sont disponibles pour vous, mais également se veut un moyen de vous former, de voir également qu'est-ce qui se fait chez des organisations similaires à la vôtre. Donc, les différents sujets qu'on va couvrir vont toucher vraiment la stratégie de transformation au niveau du numérique, comment mieux exploiter les données. On va parler aussi au niveau de tout ce qui est l'aspect de gouvernance au niveau des solutions. Donc, les qualifications, donc quoi choisir comme processus, quelles sont les solutions disponibles qui peuvent être adéquates, puis également, quels sont les moyens pour vraiment accroître la flexibilité organisationnelle, mais aussi répondre aux différents défis que nous, en tant que gestionnaires, qu'on vit à tous les jours. Si on prend vraiment, si on regarde au niveau des tendances pour tout ce qui concerne le numérique, bien entendu, l'automatisation des processus, que ce soit pour accroître la capacité, mais également l'efficience de vos procédures de travail, permettent à vos employés de vraiment prioriser les tâches à valeur ajoutée, mais surtout également un élément qui est très apprécié par rapport à la façon qu'on approche l'architecture de solutions numériques, c'est qu'on va s'assurer de vraiment rendre disponibles les données. C'est dans le cas d'usage qu'on va vous présenter au niveau du traitement des factures, vous allez pouvoir le constater. Ce qui est important quand on fait de l'automatisation, c'est de s'assurer que tout élément entrant, donc tout ce qui va déclencher les différentes tâches qui sont automatisées, bien, qu'un point de vue solution,
on soit capable de vraiment suivre l'état de la transaction, puis vous donner les outils nécessaires aussi pour régler les exceptions ou vous aider à accomplir les tâches et les procédures de travail qui resteront au niveau de vos équipes. Rapidement, pourquoi que nous, de notre côté, chez Raymond Chabot Grant Thornton, on se veut un partenaire de choix, c'est qu'en fait, la façon qu'on approche les solutions numériques et une transformation, c'est vraiment, dans le fond, on a la capacité de vous aider au niveau de l'idéation, de la qualification, mais avant et surtout, au niveau de l'opérationnalisation de vos idées. Donc, on a une connaissance au niveau des processus d'affaires, on a une connaissance au niveau de la conformité et on a l'expertise au niveau de technologie également. Donc, avec nos équipes, plus spécialement au niveau conseil numérique, on touche autant au niveau de la gestion de performance. Aujourd'hui, on se concentre au niveau de l'automatisation et l'analytique des données. Donc, on travaille avec 2 plateformes principales. Ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le Microsoft Power Platform. Et également, dans des cas où ce que vous avez des processus qui requièrent, dans le fond, des interactions ou de l'automatisation de tâches qui passent par le bureau, donc une interface qui vient émuler directement les navigations que vous faites à travers vos différents systèmes transactionnels. À ce moment-là, on va utiliser la solution Automation Anywhere. Donc, dans nos équipes, on travaille autant au niveau de la conception, le développement des solutions numériques, principalement en termes de revue d'affaires. Donc, on va vous aider à identifier les opportunités, regarder également au niveau des différentes technologies, qu'est-ce qu'on a besoin, en fait, d'intégrer, puis vous donner également une feuille de route par rapport à tout cet aspect de transformation-là, que ce soit pour le développement de la solution ou que ce soit pour dans un cadre d'une plus grande transformation. On a également une équipe du côté de VARS, VARS qui se spécialise en sécurité de l'information, mais aussi en gouvernance des données au niveau de la loi 25. Comme je mentionnais, on a également d'autres types de solutions qui feront ou qui ont déjà fait l'objet de précédents ou de futurs webinaires en gestion de la performance financière, donc autant au niveau de la consolidation que de la planification budgétaire, et aussi des solutions de gestion de trésorerie qui sont également offertes en service géré. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter, en fait, pour l'ensemble de vous, ce qui est important de savoir, c'est que la solution qu'on va vous présenter, autant on peut venir la déployer dans votre organisation, autant que celle-ci peut, dans le fond, être gérée par nous, installée par nous sur notre infrastructure auquel on vous donne accès. Oui, alors, comme Mike a mentionné, nous, on travaille avec la plateforme Azure. Alors, principalement, c'est le MS Power Platform. Il y a plusieurs éléments au Power Platform. Il y a les Power Apps. On va développer des applications web ou mobiles qui permettent, entre autres, de capturer des données qui seraient nécessaires au traitement des documents. Le Power Automate, ça, c'est pour automatiser les tâches. Donc, ça permet, entre autres, comme Mike mentionnait, d'émuler un utilisateur sur une application. Dans le cas où l'application n'aurait pas d'interface pour interagir avec soit un API, soit une interface d'import par fichier, à ce moment-là, on est capable, nous, de simuler un utilisateur, d'ouvrir l'application et d'aller manipuler les différents écrans dans l'application. Les agents virtuels, c'est pour, dans le fond, du chat, des agents de chat, où est-ce qu'on peut interagir avec, les usagers peuvent interagir avec un élément d'intelligence artificielle. Power Page pour développer des sites web et Power BI qu'on utilise beaucoup. Dans le fond, ça, c'est pour présenter les informations, présenter les différentes métriques, les différentes mesures, les différents aspects de la progression, dans le fond, des différents éléments de traitement. S'il y a des exceptions, on peut les rapporter là-dedans. Combien de documents ont été traités? C'est quoi le retour sur investissement?
il y a différents services. Si on regarde les services Azure au milieu, c'est des services connexes. Là, on ne passe pas tous en détail, mais dans le fond, c'est des services qui permettent d'intégrer différentes plateformes, différentes interfaces. Entre autres, le Cognitive Service au milieu, là, ça, c'est ce qu'on appelle, vous allez voir plus loin, là, c'est le Form Recognizer. C'est avec cette technologie-là qu'on vient reconnaître, par exemple, un document en PDF. On est capable d'entraîner les modèles et d'être capable de reconnaître les éléments de données dans le document. Puis la rangée du bas, dans le fond, c'est le stockage, l'historisation des données. Data Factory, ça permet de transférer des données d'un système à l'autre. Synapse Analytics, c'est l'entrepôt de données, Data Warehouse. Azure SQL, SQL Server, c'est pour le stockage de données structurées, des tables. Blob Storage, c'est pour des données non organisées, dans le fond, des fichiers PDF. Par exemple, des documents qu'on traiterait seraient stockés sur un blob storage. Le Dataverse, c'est des données qui sont consommées par Power BI. Puis si on regarde la colonne de gauche, dans le fond, c'est les services complémentaires qui s'appliquent dans tous les projets. Dans le fond, on utilise DevOps pour la gestion de projet, la gestion dans le fond, d'EPIC, de tâches, puis de bugs, de work items, de tout ça. On gère ça là-dedans. Le contrôle de version dans Git, qui est une technologie utilisée dans DevOps aussi. Là, ça utilise Git. Dans le fond, c'est pour la gestion des versions du code. Et finalement, Azure Active Directory, qui nous permet de gérer la sécurité puis les accès de tous ces éléments-là. Si on regarde, par exemple, une solution d'automatisation typique, le RPA, si on regarde, le premier aspect, c'est la découverte, dans le fond, la qualification des flux de travail. Ce que ce module-là permet de faire, dans le fond, c'est d'analyser les processus des utilisateurs. Et dans le fond, ça vient enregistrer les actions que l'utilisateur fait présentement pour faire son processus. Et puis, ça lui permet, dans le fond, de qualifier, d'identifier les différents éléments de ce processus-là et d'être capable de l'analyser et d'identifier les bons candidats pour l'automatisation. L'autre aspect, c'est la numérisation. Dans le fond, si on a des documents qui ne sont pas structurés, par exemple des PDF, mais ça vient utiliser une plateforme de reconnaissance de caractères, OCR, qui permet d'identifier les champs et dans le fond, d'extraire les données du logiciel. C'est la même chose, c'est ce qu'on va voir plus loin. Le Form Recognizer, c'est un module de reconnaissance de texte et d'image qui permet, dans le fond, d'extraire les données des documents. Ensuite, la portion automatisée, c'est là ici qu'on vient programmer, dans le fond, on appelle ça des robots, c'est Robotic Process Automation pour RPA. On vient programmer les robots, dans le fond, pour interagir avec les applications. On ouvre l'application, on vient interagir avec les différents écrans dans l'application, on vient cliquer et rentrer les données. L'exploitation, c'est un coup que le robot est en production, on vient monitorer, dans le fond, si tout fonctionne bien, s'il y a des erreurs dans les processus. Pour accélérer tout ça, on a des librairies de services, dans le fond, des modules qu'on a développés au cours des années qu'on utilise, puis on vient s'intégrer dans des applications tierces. Suivante. Dans le fond, qu'est-ce qui nous permet d'identifier un bon processus? Il faut que ce soit des tâches manuelles et redondantes. Des tâches où il y a plusieurs manipulations manuelles qui sont répétitives. C'est un bon candidat pour l'automatisation. Des processus où on doit extraire des données et les coller d'un système à l'autre. Dans le fond,
copier des données, par exemple, d'un site web, les rentrer dans une application pour être traité plus tard. Ça, c'est un bon candidat pour être automatisé. Il y a beaucoup de manipulations pour préparer des données, dans le fond, extraire différentes données. Souvent, ça passe par Excel. On copie, on a plusieurs onglets dans Excel, on remplit les différents onglets, puis là, dans un autre onglet, avec des calculs, ça vient traiter les données, puis là, on extrait ces données-là dans un autre format. Ce genre de manipulation-là est un bon candidat à être automatisé. S'il y a un nombre important, un grand nombre de transactions à valider, si par exemple, il y a 10 000 transactions qu'il faut considérer pour prendre une décision, là, à ce moment-là, automatiser ce processus-là pourrait être intéressant pour automatiser les calculs requis pour faire ces validations-là. Finalement, s'il y a des tâches qui sont sujettes à faire des erreurs, si vous observez qu'il y a beaucoup d'erreurs et de reprises de travail pour certaines tâches, ça pourrait être un candidat pour un robot qui dans le fond, s'il est bien programmé, il ne fera pas d'erreur. Parfait. Merci, Mathieu. Juste avant de tomber dans le Form Recognizer, juste rapidement, vous présenter les différents types de documents qu'on peut traiter avec cet outil. Fait qu'on a parlé tantôt, bien entendu, des factures, des bons d'achat, des bons de réception. C'est ce que vous allez voir dans le cas d'utilisation qu'on va vous présenter. Il y a également, dans le fait, tout document, que ce soit dans un format PDF, dans une image. Donc, ce que vous voyez à l'écran au niveau des rapports de dépenses, des états financiers, des documents juridiques, des formulaires, que ce soit des formulaires de réclamation, par exemple, pour les assureurs, des demandes d'ouverture de dossier d'employés, ou ce que, par exemple, vous avez un nouvel employé qui arrive dans votre organisation, vous devez envoyer des formulaires qui vont aux ressources humaines, d'autres qui iront aux gestionnaires de cet employé, et finalement au service de la paye et aux technologies de l'information. C'est le genre de processus candidat où il y a quand même une très bonne portée, une valeur ajoutée d'aller extraire l'information avec ce type d'outil. Et également, finalement, tout ce qui est chèque, état de compte, si vous voulez automatiser vos conciliations bancaires, faire des contrôles également au niveau des chèques émis, valider s'il y a des cas de fraude par rapport aux différents décaissements. C'est des cas de figure que nous avons également vus du côté de l'automatisation. Ça, c'est une architecture typique d'une solution d'automatisation de documents. Dans le fond, il y a la source, il faut identifier d'où les documents vont provenir. Ça peut provenir de courriels, ça peut être sur un dossier partagé, soit par FTP, soit un SharePoint, soit un dossier Windows. On peut devoir aller chercher les documents sur un portail web du fournisseur. Ou on peut offrir un API REST ou un SOAP, dans le fond, qui permet aux fournisseurs de pousser leurs documents eux-mêmes. Les documents peuvent être en différents formats, soit en PDF, soit des numérisations, qui seraient soit un JPEG ou un TIFF, des formats d'image, Excel, Word, PowerPoint ou HTML, qui sont les formats supportés par le Form Recognizer. On utilisera ensuite des Logic Apps Azure pour être capable d'interagir avec toutes les sources et être capable d'extraire les documents. Ces documents-là seront ensuite emmagasinés sur un Azure Data Lake Gen 2, dans le fond, ce qui est un blob storage qu'on a vu tantôt. Une variante de ça, c'est un Data Lake. Les données extraites sont ensuite, si on voit dans la colonne enrichir, dans le fond, les Logic Apps vont appeler le Form Recognizer pour reconnaître les données à l'intérieur de ce document-là. Et ensuite, ces données-là vont être emmagasinées dans une base de données SQL structurée. Ensuite, au niveau du partage de ces informations-là, dans le fond, il y a la couche Power BI qui va nous permettre de faire des rapports sur les différentes données qu'on a extraites, présenter le statut de traitement, s'il y a des exceptions, s'il y a des interventions à faire au niveau des exceptions. Microsoft Forms peut être utilisé aussi pour, dans le fond, interagir avec les utilisateurs s'ils ont des données à rentrer. Ensuite, tout ça pour fournir les différents clients. Dans le fond, il y a les utilisateurs, il y a des analytiques. Toutes ces données-là peuvent être envoyées dans des systèmes, soit des
d'un data warehouse, un entrepôt de données, faire différents calculs, générer différents rapports. Il y a des applications, par exemple, une facture qu'on extrait, on peut la rentrer dans le ERP, le système de gestion, ou il y a des jeux de données partagés, s'il y a d'autres systèmes qui veulent utiliser ces données-là. Et puis, pour l'entrée des données dans le ERP, on supporte, dans le fond, les différents formats ça peut être soit un fichier plat, soit en CSV, des choses comme ça, soit un fichier structuré, XML, JSON, des choses comme ça. Un API REST, si l'application supporte un API REST, on peut pousser les données dans l'API. On peut pousser les données aussi dans des tables de staging. Si l'application offre une base de données où on peut pousser les données directement, on peut supporter ça aussi. Puis en dernier recours, on peut, ce qu'on a mentionné tantôt par RPA, soit ouvrir l'application, interagir avec les différents écrans de l'application comme un usager le ferait en cliquant aux bons endroits, en entrant les données, puis en fermant l'application par la suite. Donc ça, c'est une architecture typique d'un projet, dans le fond, d'automatisation qu'on a. Ouais, donc je vais vous présenter un petit survol de Azure Form Mechanizer. Donc, c'est un service info-nuagique qui qui va se servir du deep learning, donc de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance de texte pour pouvoir faire de l'extraction des données et plusieurs autres fonctionnalités qu'on va voir un peu plus tard. Donc, ce n'est pas vraiment seulement une technologie dossière traditionnelle, ça a été alimenté avec de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance de texte. On va toujours avoir un résultat en code structuré, donc en JSON. Comme ça, on va pouvoir utiliser facilement l'information que le Form Mechanizer va nous transmettre. Donc, à droite, on voit quelques fonctionnalités du Form Mechanizer. Donc, premièrement, la classification de documents. Ça, ce qu'on veut dire, c'est qu'on va pouvoir catégoriser selon le type de document qu'on a prédéterminé d'avance. Donc, est-ce que ce document-là est une facture? Est-ce que c'est un bon de réception, etc. Ensuite, juste en dessous, la division de fichiers en plusieurs documents, c'est, mettons que vous recevez un seul PDF qui contient soit plusieurs factures ou plusieurs factures avec des bons de réception, mais on va pouvoir venir diviser ça pour ensuite faire l'extraction de données. L'extraction, c'est comme le main truc du Form Mechanizer, donc de venir extraire les données de votre facture ou de votre document et avec une indication d'un niveau de confiance. Le niveau de confiance, ça va représenter la probabilité que la prédiction est bonne pour chacun des champs. Ensuite, on peut avoir des modèles personnalisés ou des modèles préconstruits. Là, nous, on utilise principalement les modèles personnalisés parce qu'on peut choisir nous-mêmes les étiquettes en fonction du client. Donc, en général, on va utiliser ces modèles personnalisés qui sont déjà pré-entraînés aussi avec plusieurs documents, donc autant des factures que peu importe. Ça peut être justement des factures, donc des documents structurés, des formulaires ou des factures, ou non structurés comme juste un texte, donc un rapport ou une étude. Puis, on va utiliser l'API de Form Mechanizer pour pouvoir traiter ce résultat-là. Donc, nous, on ne servira pas nécessairement de l'interface dans le day-to-day. Donc, ça va être vraiment avec l'API qu'on va venir chercher les informations puis les transmettre dans un autre logiciel ou un ERP, comme on disait. Puis, un récent ajout de Form Mechanizer, c'est les champs de requête on peut aller spécifier d'autres termes à chercher pour chacune des étiquettes qu'on spécifie. Donc, si par exemple, vous cherchez le mot facture, bien, on peut aller indiquer au logiciel que ça peut être aussi un invoice, un inv ou fact. Comme ça va venir préciser un peu la recherche. Prochaine. Donc, c'est ça. Pour la division de fichiers et la classification de documents, ça serait vraiment comme un pré-traitement qui est offert par Form Mechanizer qui permet de cibler le type de document qui est au sein d'un même PDF ou de juste d'un même PDF, puis de le catégoriser selon le type. Donc, dans la petite vidéo ici qu'on va voir, on est venu, c'était 4 catégories. Donc, ça, les bons d'achat, les bons de réception, les factures, des formulaires médicaux. Puis, ce que je vais faire, là, c'est que je vais bonifier le modèle pour ajouter aussi un formulaire de KYC, donc un formulaire d'information client. Donc, je viens uploader dans l'interface ces 5 nouveaux types de gabarits. Puis, je viens nommer ça comme un document KYC. Ce qu'on va voir après, c'est qu'on va pouvoir, venir assigner à chacun des documents qu'on a uploadés l'étiquette document KYC, puis on va venir entraîner le modèle. Comme ça, après ça, le Form Mechanizer va pouvoir deviner, dans le fond, c'est quel type de document qu'on lui a envoyé.
Désolée. Donc, oh, non, c'est pas fini. Ouais. C'est à la fin de la vidéo. Là. Ouais, tu peux continuer avec celle-ci. OK. Donc, ensuite, on va faire aussi l'extraction de données. Donc, comme on peut voir dans la vidéo, là, on a un purchase order, donc un bon d'achat. Puis, on va pouvoir venir détenir certains des textes ou des cases à cocher ou des tables de valeurs qu'on veut retrouver dans nos documents. Donc, comme on voit ici, là, on a 3 bons d'achat qui sont complètement différents. Donc, plus on en importe évidemment dans la solution, plus ça va être facile après pour le Form Recognizer de venir cibler qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on dit qu'on cherche un numéro de facture ou un numéro de bon d'achat ou un terme de paiement, par exemple. Donc, là, on voit aussi avec un document de type KYC, comme on disait tout à l'heure. Donc, on voit les différents champs qui ont été extraits à droite. Puis, quand on vient faire un test, on va aussi pouvoir réaliser qu'il va pouvoir trouver les différents champs qu'on lui avait précisés d'avance. Puis c'est ça, dans l'onglet de résultats, là, du code, on va avoir le résultat en JSON qu'on va pouvoir venir chercher. Tu peux aller à la prochaine. Ensuite, par rapport à l'entraînement du modèle, c'est ça. Donc, la seule fois où on va avoir à interagir avec le Form Recognizer, donc l'interface, ça va être pour faire un réentraînement du modèle. Donc, quand on dit réentraînement, en fait, c'est juste de venir bonifier le modèle qui a déjà été entraîné avec, par exemple, si vous avez des nouvelles factures ou un nouveau fournisseur, tu peux la partir. Donc, si vous avez des nouveaux types de gabarits qui arrivent et que vous voyez que le niveau de confiance n'est pas satisfaisant, donc on va pouvoir venir réentraîner le modèle. Donc, je vous montre rapidement là, comment ça fonctionne. Donc, on va venir prendre ce document-là, puis on va aller sélectionner mettons, le nom du participant ou le prénom du participant et lui assigner la bonne étiquette. Donc, c'est quand même assez simple. Puis, donc, c'est ça. C'est quand même assez simple. Puis, c'est aussi possible là, si on implique plusieurs factures, par exemple de 50 à 100 factures dans notre entraînement initial. Si on ajoute un autre type de gabarit, ça se peut que ce soit satisfaisant puis que l'intelligence artificielle là, reconnaisse les champs si ça ressemble, si c'est les mêmes étiquettes que vous voulez retrouver. Là. Donc, c'est ça. Là, on a comme un exemple avec une date. On peut même prendre des signatures, comme j'ai dit là, tout à l'heure. Puis, même définir le format des dates. Donc, ça va être aussi très pratique là, pour, après ça, l'analyse des résultats qu'on va avoir. OK, tu peux aller au prochain. Finalement, un cas d'usage qu'on a, c'est pour l'automatisation des payables. Donc, le processus de traitement d'une facture de bout en bout. Donc, si tu peux partir à la vidéo. On voit que là, on envoie un exemple d'un PDF à une boîte de courriel partagée dans ce cas-là. Puis, une fois que la boîte de courriel va recevoir le PDF, on va venir extraire ce PDF-là, puis le robot va entreprendre automatiquement la lecture de la facture, le traitement, la corroboration, le transfert, toutes les étapes qu'on va voir avec Mike juste après. Donc, voilà, on envoie. Puis, automatiquement, là, tout ça, ça se fait en arrière-plan. La facture qu'on voit ici, elle va être transmise au Form Recognizer. Puis, le processus complet prend environ 5 à 10 minutes pour que toute l'information se retrouve dans votre ERP ou dans n'importe quel système que vous avez. Merci, Audrey. C'est vraiment fascinant. Si on regarde au niveau de l'automatisation des factures, donc un processus traditionnel de traitement de factures fournisseurs, que ce soit des factures d'inventaire, de transport ou même de services, que ce soit du côté des douanes, d'honoraires, par exemple, ou du moins de services de votre fournisseur de nettoyage. Dans les faits, la façon qu'on construit nos solutions, on démarre toujours par une récupération du document. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va prioriser, c'est de dire, par exemple, on va identifier une boîte courriel qui peut être générique pour l'ensemble des fournisseurs ou qui peut être, par exemple, dédiée à une division au sein de votre organisation. À ce moment-là, on pourrait traiter plusieurs boîtes de courriel distinctes. À partir de cette boîte courriel-là, on va soit utiliser le nom de domaine de la personne qui vous a envoyé le courriel
ou soit demander à quelqu'un de votre équipe au niveau de la gestion des comptes à payer qui déplace le courriel reçu dans le répertoire dédié au robot. On va faire ça, par exemple, dans des cas de figure où ce que vous voulez vous assurer que vous avez la facture, le bon de réception également est à extraire pour, en fait, permettre la corroboration des informations. Donc, dans l'architecture même de notre solution, à cette étape, ce qu'on fait, bien entendu, c'est, dans un premier temps, d'identifier est-ce que c'est un courriel qui contient une facture ou pas. Y a-t-il plusieurs pièces jointes? Des fois, ça va arriver que vous avez différents documents qui ont été attachés à un même courriel. Donc, comme Audrey le présentait plus tôt, avec le Form Recognizer, déjà, on est en mesure de traiter ce cas d'usage-là, puis on va venir catégoriser nos documents. Donc, si vous avez, par exemple, un individu qui vous envoie des formulaires de réclamation, par exemple, de frais médicaux, de frais dentaires, ou un fournisseur qui vous envoie un bon d'achat, dans le fond, le détail de votre bon d'achat associé à la facture et aussi avec son bordereau d'expédition, la solution nous permet vraiment de les distinguer. L'autre élément qu'on va faire aussi, c'est que si jamais, parmi les règles d'affaires qu'on va avoir définies au niveau de l'architecture de la solution, il y a des problématiques, des exceptions. Par exemple, il y a un courriel qui a été transféré à notre boîte de traitement du robot sans pièce jointe. À ce moment-là, déjà en amont du traitement, on va venir redéplacer ce courriel dans une boîte non traitée par le robot. Comme ça, vos équipes peuvent prendre en charge tout courriel qui a, dans le fond, causant une exception au niveau du traitement dès le début. Par la suite, il est possible d'aller chercher les courriels ou du moins les factures ou tout autre document sur des portails, que ce soit des portails web. Il est possible également, par exemple, dans certains cas, vous pouvez avoir, surtout pour les factures de transport, des surcharges reliées à l'essence ou à certaines autres conditions que vous avez au contrat. Conditions et surcharges qui sont disponibles sur un site web parce qu'elles ont tendance à changer ou à être modifiées de façon hebdomadaire. À ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'à chaque traitement qu'on va effectuer, donc en début de journée, on va aller actualiser nos tables de correspondance. L'autre élément qu'on peut également intégrer, c'est dans les cas où vous avez des protocoles de communication intégrés avec vos fournisseurs, ou ce que ceux-ci vous soumettent des factures par un service, il est tout à fait possible également de récupérer ces informations-là. La prochaine étape, une fois que j'ai distingué, différencié et historisé chacun de mes documents, ce qu'on fait, c'est là qu'on les rend disponibles au niveau du Form Recognizer. Donc, on est à l'étape où ce que je vais identifier c'est quel modèle que j'ai besoin d'utiliser en fonction du document qui est à traiter. Et par la suite, on va faire l'extraction autant des informations qui se retrouvent à l'entête du document et également l'information détaillée que vous allez avoir au niveau des lignes. Donc, c'est vraiment deux actions, en fait, une même action, mais une façon de traiter qui est distincte où ce qu'on va venir associer le détail avec le document d'entête par la suite. L'étape subséquente, en fait, va être exactement ce que vous faites aujourd'hui au niveau, en fait, ce que font vos équipes au niveau des payables, c'est-à-dire prendre la facture, valider dans un cas où vous êtes avec un fournisseur qui requiert un bon d'achat et vous envoie des bordereaux d'expédition. C'est dans le fond, c'est la corroboration des informations. Fait qu'on va aller chercher l'information de vos systèmes transactionnels. Fait que, par exemple, le bon de réception, le détail de ceux-ci, que ce soit en termes de quantité, pour qu'on puisse corroborer les quantités à la facture et les informations au niveau des prix unitaires et de la valorisation de chacune des lignes que vous avez au niveau de bon d'achat pour les lignes qui ont été confirmées au niveau de la réception et qu'on retrouve au niveau de la facture. Fait que c'est là qu'on arrive avec les logiques de corroboration. Ces logiques-là, de la façon qu'on les définit, c'est qu'en fait, qu'ils sont pleinement personnalisables. Dans le fond, en fonction du type de fournisseur ou de la catégorie d'achat que vous faites,
Dans le fond, on peut avoir des logiques pour le transport, des logiques spécifiques pour la douane, comme qu'on va avoir des logiques pour les services et les items inventoriés, qui nous permettent de vraiment gérer les différents statuts au niveau de la corroboration, qui nous permettent également, dans le fond, d'attribuer un état à cette facture-là. Donc, de savoir est-ce qu'on peut la saisir au niveau de vos systèmes ou qu'on doit la mettre de côté pour soit une validation au niveau des achats. Donc, à ce moment-là, on va envoyer un courriel automatisé à vos équipes d'approvisionnement et d'achat pour une approbation. Ce qu'ils vont recevoir, c'est le détail des lignes qui sont en écart. Si ces écarts-là, dans le fond, sont les seuls écarts présents au niveau de la facture qui empêchent son approbation et son insertion au niveau de vos systèmes transactionnels, bien, à ce moment-là, on leur donne un bouton « Approuver » ou « Refuser ». Lorsque c'est approuvé, la facture va revenir dans le flux de travail du robot pour se rendre jusqu'au point où elle est traitée, insérée au système. L'autre élément qui est important aussi à retenir à travers tout ce processus-là, la façon qu'on conçoit les choses, c'est qu'on est en mesure de vraiment journaliser chacun des événements. Donc, chacune des tâches qui sont effectuées par le robot, on suit à la trace. Dans le fond, c'est un flux de travail avec des conditions. Donc, si à la réception, tout s'est bien passé, à l'extraction, tout a été complété avec succès, on va aller à la corroboration. Donc, on est capable d'aiguiller le travail, d'aiguiller les exceptions également en fonction de ces différents statuts-là par phase de traitement. Puis, ce qu'on va faire par la suite, c'est vraiment préparer une liste de factures, de lignes de facturation avec toutes les informations associées au niveau des bons de réception et des bons d'achat pour que vos équipes puissent valider l'information, suivre également les traitements qui ont été effectués par le robot et également valider que toute l'information qui a été saisie au niveau du système transactionnel, elle est complète et elle est juste également. L'autre élément qui est important également à retenir, c'est que dans certains cas de figure, il y a plusieurs organisations aussi que lorsque vous créez une facture au système, cette facture-là, elle est insérée en pièce jointe directement dans le système transactionnel. Donc, il y a également cette possibilité-là de répliquer cette tâche. Puis finalement, qu'est-ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, ce qu'on fait, c'est qu'on intègre toute information que nous avons récupérée et que nous avons en fait enrichie à travers ce processus dans une solution du côté Power BI qui en fait devient une application qui est votre outil d'analyse, de suivi à l'égard de tout ce qui s'est passé dans votre processus bout en bout au niveau de la gestion des payables. Donc, toute information que le robot a pu traiter, dans le fond, qui démarre avec la réception du courriel jusqu'au point où vous avez le statut final de cette facture, va être disponible au niveau de l'application. Juste rapidement, également, en termes de les pistes de réflexion pour voir est-ce que ce type de solution-là peut en fait être profitable pour votre organisation, puis est-ce que justement vous disposez autant du volume de transactions et d'une infrastructure ou du moins des technologies pour pouvoir l'intégrer. Ben, ce qu'on a à répondre là-dessus, c'est que dans un premier temps, si vous êtes déjà des clients Microsoft 365, partez déjà avec, dans le fond, une prédisposition favorable, parce que ce qu'on fait, c'est que tout, comme vous avez vu tantôt, ce que Mathieu vous a présenté, tous les différents éléments, c'est des services Azure ou des composantes Azure. Puis par la suite, l'autre élément qui est important à retenir aussi, c'est que ce type de solution-là, comme je vous l'ai présenté précédemment, c'est vraiment une approche bout en bout. Donc, c'est bien entendu, en termes de mise en place, que ce soit à partir de la conception, de la réalisation puis le déploiement, il faut s'attendre à avoir un 8 à 12 semaines d'efforts pour être en mesure de dire, OK, ma solution, elle est prête à être déployée. C'est sûr que si vous avez accès à un API, donc un service qui vous permet de communiquer directement par
dans le fond, votre système transactionnel sans avoir à répliquer les façons de faire du côté utilisateur. Donc, où est-ce qu'on est capable de pousser de l'information aux tables de données de vos systèmes transactionnels, c'est sûr que de ce côté-là, ça vient accélérer les choses. Puis bien entendu, plus que vous avez de règles d'affaires au niveau de la corroboration à intégrer dans la solution, plus long sera le travail également, autant dans la conception, dans la réalisation que dans la validation de ces règles d'affaires-là. Les technologies, les programmes, les langages de programmation qu'on utilise, dans le fond, c'est des langages de programmation qui sont relativement accessibles, dans le sens que ce n'est pas une solution qui est une plateforme en soi. C'est du code auquel que vous avez accès. Donc, comme je vous mentionnais précédemment, autant on peut venir installer ça chez vous avec vos équipes TI, vos experts métiers. La solution vous appartient, le code vous appartient. Nous, ce qu'on vient, c'est vraiment juste vous accélérer par la suite. Puis pour ceux d'entre vous qui n'ont pas nécessairement les équipes ou les connaissances techniques pour déployer ce type de solution-là, on offre également la possibilité de déployer ça de notre côté sur notre infrastructure auquel vous avez accès. Dans le fond, à ce moment-là, l'offre est en mode de service géré dans lequel nous, dans le fond, on opérationnalise la solution et on s'assure également qu'au niveau de toute la vigie post-déploiement, qu'on vous soutient à ce niveau. Donc, quand je vous parlais au niveau de la solution qu'on vous donne au niveau de toutes les équipes, c'est une solution qui est dans Power BI. Ce qu'on fait, c'est que vraiment, c'est qu'on développe une application. Donc, dans l'application, vous êtes en mesure de voir les différents éléments qui résultent de la corroboration. Donc, on gère les différents types d'écarts. Et on vous donne également un statut pour l'ensemble des factures qu'on a traitées pour une période donnée. Statut qui va vous permettre de forer l'information, que ce soit par fournisseur ou par facture particulière, où ce que vous voyez qu'il y a un écart de corroboration, par exemple, sur une facture. Vous allez voir qu'est-ce qui s'est passé à cet égard-là. Vous avez rapidement la possibilité de voir le statut à chacune des étapes. Vous la sélectionnez par la suite et ça va vous amener directement au niveau du résultat de la corroboration. Vous avez la possibilité de relier cette information-là avec l'information qu'on a récupérée à partir du bon de réception, avec l'ensemble des informations que nous avons extraites directement de la facture avec l'aide de Azure Form Recognizer. Fait que cette portion-là de corroboration, à savoir est-ce que ma facture corrobore ou pas, en fait, c'est ce qu'on vous parlait au niveau des règles d'affaires. C'est de voir, OK, je vais comparer mes quantités, je vais comparer mes prix unitaires, mes sous-totaux également, mes totaux de facture. Puis après ça, on peut également appliquer des seuils de tolérance, autant au niveau des quantités qu'au niveau de la valorisation de la facture. Puis nous également, l'autre élément, comme Audrey vous présentait, il y a des indices de confiance pour chacune des étiquettes qu'on définit au niveau de l'extraction. Donc, on est capable de suivre ça également, de suivre l'évolution. Fait qu'autant on est capable de suivre la performance de la solution en soi, du modèle, que nous sommes en mesure de suivre l'évolution, ou du moins la performance de vos fournisseurs. Oui, merci Mike. Finalement, avant de commencer un processus de reconnaissance de documents et d'entraînement de modèles, il y a certaines considérations à prendre. La première chose, c'est d'identifier correctement les champs à extraire. Une bonne façon d'identifier la liste des champs à extraire, dans le fond, c'est de regarder le système vers lequel les données doivent être importées, typiquement le ERP. Donc, dans un ERP, il y a certains champs qui sont requis, d'autres champs qui sont optionnels. Alors, c'est d'identifier ces champs-là et de garder cette liste-là en tête quand on configure le modèle pour les différents documents. Ensuite, il faut donner un nom. Il faut donner un nom significatif aux étiquettes. Dans le fond, ce qu'on appelle une étiquette, c'est les éléments de données à extraire des documents. Donc, plus le nom de l'étiquette est clair, plus c'est facile de se retrouver par la suite parce que ce nom-là va suivre
de bout en bout là, dans le traitement de la donnée. Il faut harmoniser le nom des étiquettes parce que sur certains documents, la même information peut avoir différents noms. Si on prend une facture, tu prends un numéro de bon de commande, ça peut s'appeler un numéro de PO, numéro de commande, numéro de client, numéro de commande client. Il y a différentes nomenclatures. C'est de s'assurer d'harmoniser toutes ces nomenclatures-là, puis de réutiliser, dans le fond, d'utiliser la bonne étiquette plutôt que de créer une nouvelle étiquette pour chaque variation du nom. S'il y a des champs répétitifs, dans le fond, dans Form Recognizer, on peut extraire des champs en format de table. Alors, s'il y a plusieurs champs répétitifs, ce serait une bonne idée de considérer des extraits en format de table. Alors, une fois que les étiquettes sont identifiées, les champs extraits sont identifiés, il faut choisir un échantillon significatif de documents. Le nombre minimum de documents pour entraîner un modèle, c'est 5, mais s'il y a plusieurs variations, ça va être plus que 5. Il faut avoir plusieurs documents de chaque variation, chaque combinaison de variations. Et par exemple, s'il y a des documents, actuellement, si on prend l'exemple d'une facture, il y a des lignes sur une facture. On ne reçoit pas une facture par item qu'on commande, on reçoit une facture avec plusieurs lignes. Donc, il faut avoir un nombre diversifié de nombre de lignes. Puis des fois, les factures, ça se répand sur 2 pages, sur plusieurs pages. Alors, il faut avoir des exemples à 1 page et à plusieurs pages. Des fois, on a des documents, le même format de document, dans le fond, peut être soit imprimé et numérisé ou être directement transféré de format digital. Alors, si on a les 2 options, ça prend des échantillons autant de format numérisé que de format digital. Si on identifie des variations importantes au niveau de la structure ou de la présentation des données, il faudrait peut-être considérer entraîner 2 modèles distincts à ce moment-là qui pourraient être combinés par la suite. Et finalement, s'assurer, dans le fond, s'il y a des champs optionnels sur les différents documents qui se retrouvent pas sur tous les documents. Si on pense, par exemple, la TVQ, souvent sur des factures, c'est des factures du reste du Canada, ils n'auront pas de TVQ, ça va être la TVH. Alors, ça prend des variations de toutes ces combinaisons-là pour être capable d'entraîner le modèle correctement. Merci, Mathieu. Comme je vous disais, aujourd'hui, en fait, c'est le lancement de notre série Accélérer votre virage numérique. Vous avez à l'écran les différentes capsules que nous présenterons ou rendrons disponibles au cours des prochaines semaines. Fait que de ce côté, pour ceux d'entre vous qui sont abonnés à notre infolettre, je vous invite à la suivre pour accéder aux hyperliens qui vous mèneront à ces capsules. Nous passons maintenant, il nous reste une dizaine de minutes. Je vous inviterai pour ceux d'entre vous qui ont des questions, d'inscrire celles-ci au niveau du Q&A dans votre Zoom. Si on n'a pas le temps de répondre à ces questions, soyez assurés que nous prendrons le temps à la suite de ce webinaire. Il est à noter également que le webinaire sera rendu disponible dans son intégralité au niveau de notre site web RCGT dans la section événements. Mike, j'aurais une première question pour toi. Quels sont les éléments à valider de notre côté avant de démarrer une initiative d'automatisation de notre processus? Parfait. Bien, en fait, les premiers éléments à regarder, c'est bien entendu, est-ce que vous avez accès à un API pour autant pousser de l'information qu'aller extraire l'information, donc que nous on a besoin pour répondre aux règles d'affaires. L'autre élément également, c'est au niveau des choix d'infrastructure. Donc, on a eu la question également par rapport à les types d'ERP. La solution qu'on vous a présentée, c'est une solution qui est infonuagique, donc on appelle serverless, mais on est en mesure de se connecter également à, dans le fond, des systèmes transactionnels qui sont hébergés sur site. Donc, à ce moment-là, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'en fait, c'est qu'on va mettre en place un gateway
pour pouvoir aller chercher l'information. En autant que vous êtes capable d'extraire les informations détaillées reliées à vos bons de réception, à vos bons d'achat, à ce moment-là, on est capable de faire la corroboration. Il est possible également, dans certains cas d'usage, que vous avez juste besoin de l'extraction d'un document, peu importe son type. À ce moment-là, dans le fond, ce qu'il suffit de faire, c'est que nous, on vous fournit en fait le JSON qui, après ça, va être mis en forme ou structuré de façon à ce que ça soit intégré à votre système pour la suite. Puis en termes de choix, de dire est-ce que ça vaut la peine d'automatiser ou pas, c'est vraiment une question du niveau d'effort ou du moins de ce qu'on va aller économiser en termes de temps de traitement. Généralement, ce qu'on recommande, c'est que si vous voyez que les documents, dans le fond, que vous ciblez pour de l'automatisation par de l'extraction via, par exemple, le Form Recognizer, bien, généralement, ce qu'on regarde pour un dossier d'affaires profitable, c'est une économie d'environ 2 semaines de travail, donc à peu près une 60aine d'heures. Puis en termes de volumétrie de documents, bien, ça peut aller représenter environ, tout dépendamment du temps de traitement, mais typiquement, par exemple, pour le cas qu'on vous a présenté au niveau du traitement d'une facture, si on regarde du moment où je reçois ma facture, que je la valide et que je la saisis dans le système, généralement, on parle d'environ entre 7 à 10 minutes par facture. Donc, environ, si vous avez entre 500 à 700 factures, généralement, ces initiatives-là sont profitables. D'accord, merci. On a une autre question. Quel est le niveau d'implication de mes équipes qui sera nécessaire à l'opération journalière du robot? Oui, c'est sûr qu'au début, on va avoir besoin de plus de validation, puis il va aussi avoir comme une courbe d'apprentissage reliée à la prise en charge de la solution. Mais après un moment, on va viser une implication qui est seulement au niveau de la vigie, donc la surveillance du Power BI qu'on vous a montré, des exceptions et le monitoring des résultats de la solution. J'ai une question également par rapport à, dans le fond, pour des organisations qui auraient ou du moins qui envisagent de changer leur système transactionnel, leur ERP. À savoir, est-ce que le travail, si disons aujourd'hui vous allez de l'avant avec ce type de solution-là, serait à refaire? Si vous vous souvenez, dans la façon qu'on architecture les solutions, c'est vraiment des composantes. Donc, il faut que vous le voyez comme des pièces du casse-tête. Si la pièce du casse-tête, qui est l'insertion de la facture et l'extraction des informations, vient à changer, bien entendu, ces deux éléments-là vont être, dans le fond, à retravailler. Par contre, tout le volet entraînement du modèle, la gestion des exceptions, l'aspect un peu plus applicatif, lui, va rester le même par la suite. J'ai une autre question, Audrey, par rapport à si on peut introduire des approbations pour des factures de PO au niveau de la solution. Des approbations, oui, dans le fond, au début du process, là, on peut, comme on l'a dit, nécessiter que quelqu'un mette la facture dans une boîte partagée pour être certain que ça soit une facture qui est approuvée. Puis ensuite, à la fin, quand il y a par exemple, un écart de prix ou un écart de quantité, si vous voulez qu'il y ait quelqu'un qui puisse approuver cet écart-là, pour quand même pouvoir insérer cette facture-là automatiquement avec le robot, c'est aussi possible. Donc, partout dans le processus, nous, on peut intégrer des approbations. J'ai également une question par rapport à, d'un point de vue investissement, qu'est-ce que ça peut représenter pour une PME qui voudrait vraiment automatiser son processus de traitement de factures fournisseurs de bout en bout? Pour répondre à cette question-là, je vous dirais typiquement, si on regarde au niveau solution ou en termes de composantes, comme je mentionnais, c'est à peu près d'une durée de 8 à 12 semaines entre le moment où on conçoit la solution jusqu'au moment où on la déploie. Dans une solution type où ce que vous faites de la corroboration entre bon de réception, bon d'achat et en fait, autant au niveau de l'entête qu'au niveau du détail, plus le déploiement de la solution en fait analytique du côté Power BI, on parle généralement d'un investissement qui peut être entre 60 000 à 90 000 $, tout dépendamment du nombre d'exceptions. Je dirais habituellement, c'est plus dans pour la solution standard, c'est plus dans la fourchette du bas, donc autour de 60 000 $.
Il est à noter que vous avez également la possibilité d'avoir des subventions du côté du MEI, justement, quand tout ce qui touche automatisation, ben, pas l'automatisation, mais l'optimisation de processus peut, dans le fond, être éligible à cette subvention-là. Il y a également Emploi Québec pour le volet formation. Donc, autant pour l'aspect, ou du moins les heures que nous, de notre côté, qu'on passe en transfert de connaissances, mais également au niveau de la formation des différentes équipes sur l'utilisation, par exemple, de Power BI, c'est des heures qui sont également éligibles, auxquelles vous pouvez ajouter des heures de vos équipes aussi. J'ai une autre question par rapport à la taille d'entreprise pour, dans le fond, qui peuvent bénéficier d'un bon retour sur investissement. Je dirais, nous, autant on fait, ou du moins qu'on accompagne des PME que des grandes entreprises. Je dirais pour la PME, généralement, on parle surtout, dans le fond, de la possibilité, ou si vous avez environ, là, comme je mentionnais précédemment, entre 500 et 700 factures par mois que vous avez à traiter et peut-être réparti dans une vingtaine de fournisseurs. Puis ça vous prend, les gens de vos équipes prennent environ 8 à 10 minutes. Vous avez un retour sur investissement dans les 10 mois avec ce type d'initiative. Si je regarde, il vous reste peut-être une dernière question, Mathieu. Oui, dans le fond, il y a quelques questions à ce niveau-là, que si l'organisation n'est pas sur Azure, ou est en partie sur Azure, en partie on-premise, hébergé localement. Dans le fond, nous, on offre l'option d'héberger la solution en mode SaaS, Software as a Service. Et puis à ce moment-là, ça va dépendre, dans le fond, des options d'intégration qu'on a entre votre plateforme. Si vous êtes, par exemple, sur Google, si vos courriels sont sur une autre plateforme que Exchange, à ce moment-là, il faut qu'on soit capable de se connecter, dans le fond, par IMAP ou par d'autres formats. Il ne faut pas qu'il y ait faut qu'on soit capable de se connecter sans MFA, sans authentification à double facteur. Ça, souvent, c'est un problème pour les robots. Pour les ERP, si vous êtes capable de nous ouvrir un lien sécurisé entre Azure et votre environnement, alors oui, c'est possible. La vraie réponse, c'est que ça dépend, dans le fond, sur quel environnement vous êtes présentement, puis quelles sont les options qui soient autant conformes avec nos standards de sécurité et vos standards de sécurité au niveau IT. Peut-être aussi, juste finalement, une dernière question à l'égard de est-ce que ce type de solution-là peut supporter un volume de plus de 60 000 factures annuellement? La réponse est oui. En fait, avec ce type de solution-là, l'avantage, c'est que justement, avec le Logicap, c'est peu importe en fait l'événement ou le nombre d'événements que vous lancez, le traitement peut se faire de façon simultanée. Donc, c'est des services qui sont appelés. Puis, pour tous vous donner un ordre de grandeur, dans le cas d'un traitement, si on parle juste pour le service Azure Form Recognizer, au niveau de l'utilisation, dans un modèle qui est personnalisé, on parle d'environ 68 $ pour 1000 pages d'extraction. Donc, quand on disait tantôt, si vous avez entre 600 à 700 factures par mois, au fond, c'est que cette solution-là vous coûte un peu moins que 60 $ pour le traitement. Donc, c'est pour ça que qu'on priorise ou du moins qu'on favorise cette solution. Parce que justement, pour autant la PME que la grande entreprise, ça répond bien. Donc, c'est vraiment évolutif. Puis également, le rendu en termes de facilité, l'accessibilité rencontre la plupart des besoins, autant au niveau de l'intégration d'organisations qui sont sur des systèmes hébergés sur site que des organisations qui sont déjà
sous un environnement Microsoft, que ce soit simplement avec Microsoft 365. Donc, on arrive au terme de notre webinaire. Encore une fois, je vous remercie tous de votre attention et de votre intérêt envers nos solutions. Pour ceux qui seraient intéressés à poursuivre les discussions, ça nous fera un plaisir de faire des ateliers découvertes avec vous. On vous invite à communiquer avec nous directement. Vous avez notre courriel à l'écran et nos numéros de téléphone. Il y a aussi possibilité, dans le fond, de retrouver toute cette présentation-là. Si vous voulez la partager à d'autres gens au niveau de vos équipes, elle devrait être disponible dans le courant des prochains jours. Un courriel vous sera envoyé à cet égard. Donc, aussi, juste en passant, il y a beaucoup de questions qu'on n'a pas eu le temps de répondre. Je vois que ça continue de rentrer. N'hésitez pas à nous contacter directement là, si vous avez des questions que vous voulez répondre et qu'on n'a pas eu le temps d'adresser aujourd'hui. Merci beaucoup, puis je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Merci, au revoir.